au milieu de la tourbière. Je lui ai simplement dit, tant qu'il n'y a pas un panneau interdit, c'est autorisé. On est dans un état de droit. Donc je demande à simplement avoir le panneau. Et ensuite il nous disait, c'est interdit de pique-niquer ici. On a demandé à d'autres personnes, c'est autorisé. Enfin, c'est pas interdit. Donc même marcher là, donc faut respecter bien sûr l'environnement, mais il n'y a pas de panneau d'interdiction. Donc il faut se méfier des gens justement très nerveux qui viennent perturber des rassemblements. Si vous avez été gilet jaune, vous avez dû voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui infiltrent les mouvements et qui essayent de tout dézinguer de l'intérieur sur des arguments plus ou moins réalistes. Avec des procédures également, ce qu'on appelle la quérulence. La quérulence, c'est quand... Comment ? La procédure matraque. Voilà, procédure matraque. Donc la quérulence, moi c'est un terme que j'utilise beaucoup en France parce que malheureusement, donc on a, vous savez, la quérulence, c'est quand on mène sur un fait plus ou moins réel, on mène des procédures, on n'arrête pas de harceler de procédures. Et donc souvent on a des personnes indignées, comme vous avez eu par exemple dans les Cévennes, le jeune qui a tué donc son patron et son collègue. Visiblement, il avait beaucoup de procédures en cours. Il essayait donc d'avoir justice par rapport à ces formations qu'il n'avait pas suivies. Il avait vu que l'élu du coin facturait des formations dans le cadre de son emploi de contrat de travail, des formations qu'il n'avait jamais reçues. Et donc, il faisait des procédures. Et donc, souvent, ce que font les élus vont ensuite dénoncer la quérulence de la personne, dire il fait trop de procédures, ça sert à rien de faire ces procédures. Et bien moi je dis, maintenant c'est l'État, l'État fait trop de procédures. Si vous êtes gilet jaune, vous avez sûrement eu des PV, si vous êtes sorti en dehors du confinement, vous avez eu des PV, et bien c'est la quérulence. C'est une quérulence d'État, maintenant c'est plus une quérulence des personnes, c'est une quérulence de l'État. L'État qui nous empêche, qui bafoue les droits fondamentaux et qui nous font des procédures abusives. Donc si on continue de cette façon-là, si on renie de plus en plus, s'ils arrivent à renier de plus en plus nos libertés, on va se retrouver vraiment en esclavage. Donc on voit bien les dérives actuelles du pouvoir. On se donne, moi personnellement, on se donne plus qu'aux élections présidentielles pour que ça change. Si aux élections présidentielles, ça ne change pas, si on repart avec Macron pour 5 ans, eh bien c'est ce que je propose, on fera sécession. Donc ça c'est un drapeau. Drapeau de la Savoie. Que l'on a fait avec mon collègue activiste Charlie Vorley, ferme de la Résistance. Quand j'ai dit Savoie, en fait, que ce soit clair, du cas déjà pour moi, est-ce que c'est Savoie, Haute-Savoie? C'est le pays de Savoie, je parle du pays de Savoie, donc c'est forcément Savoie et Haute-Savoie. Donc c'est les Savoies. Non, c'est le pays de Savoie. Il y a un seul pays, c'est la Savoie. Après, il y a une division administrative française, mais qui n'est pas... je vais en parler justement, et je passerai la parole à... comment c'est la souveraine de Savoie, il est où? Non. Il est là-bas. Il faut intervenir là. Voilà, donc c'est Jean-Yves. Pascal. Voilà, Pascal interviendra pour justement vous expliquer, comme il l'a très bien fait à Martine Vonner. Donc il a bien expliqué l'histoire de la Savoie, du rattachement, et qui n'a pas respecté donc les traités internationaux. Donc il vous fera un petit topo là-dessus en 2 minutes. Donc dernier ultimatum, je dirais. L'ultimatum, ça sera donc les élections présidentielles. Et si jamais donc on repart avec Macron, on fera sécession. Mais pour l'instant, c'est l'épée de Damoclès qui est sur, on va dire, qu'on va essayer de mettre sur la tête des candidats pour aller à ces élections présidentielles, leur dire, si vous voulez préserver l'unité nationale française, eh bien, il faut changer de cap et arriver donc à ce que les Français soient entendus. Il faut instaurer, il faut respecter la démocratie directe, parce qu'elle est inscrite donc dans la Constitution. L'article 3 de la Constitution stipule que la souveraineté nationale s'exerce par la voie de ses représentants et par voie de référendum. C'est pas éventuellement, et on met de côté le référendum et on fait que les représentants. Les représentants, ils représentent souvent que eux-mêmes. Là, on a la chance d'avoir Martine Vonner, donc, qui est venue, qui est députée de Strasbourg. C'est la seule qui, dans l'hémicycle, avec son groupe Territoire et Liberté, c'est-à-dire tous les exclus, je dirais, de l'AREM, de toutes ces personnes qui sont déçues par les partis politiques, ont créé donc ce groupe parlementaire, je crois qu'ils sont une petite quinzaine, c'était juste un minimum pour faire un groupe parlementaire. Voilà, je vous expliquerai. Et donc,
C'est à peu près les seuls ostracisés dans l'Assemblée qui justement essayent de redresser la barre. Et donc on parlera tout à l'heure. Moi j'ai proposé qu'il y ait donc un concordat républicain. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui ont une dimension un petit peu nationale, eh bien, se réunissent et ne partent pas séparément aux élections présidentielles. Bien sûr, il n'y en aura qu'un seul qui ira faire la course aux 500 signatures, mais on va essayer donc de fédérer toutes les personnes qui s'indignent justement des dérives de l'État et donc de faire ce concordat républicain et éviter que Jean Lassalle parte tout seul, par exemple, éviter que toutes ces personnes-là, s'ils soutiennent vraiment, ils veulent que la politique change en France, s'ils sont pour la démocratie directe, respecter la Constitution avec le référendum, et donc il faudra donc arriver à fédérer toutes ces personnes-là dans ce concordat. Donc je vais passer la parole à Martine Vonner, ou bien éventuellement... Je voudrais te poser des questions. Donc tu veux poser des questions? Ok, on va faire les questions-réponses alors. Voilà, donc je vais m'approcher de toi. Bonjour, je m'appelle Bernard Claudel, je représente l'Alliance du Peuple. Je suis venu de Cannes, Mandelieu, pour rencontrer Stéphane. Et j'espère que toutes les personnes qui sont là, bien sûr, sont là pour le soutenir. L'Alliance du Peuple, on est une organisation qui n'est pas politique, qui est là pour soutenir le peuple entier et tous les citoyens sur le territoire national qui se présentent à des élections. Il faut que l'ensemble du peuple de France vote pour les citoyens. C'est unique, c'est historique. Il faut que vous le fassiez. Et tous ceux qui ne votent pas, les abstentionnistes, je vous en supplie, prenez en compte ce qu'est en train de faire Stéphane Espic et tous les autres. Alors nous avons la visite, comme je vous l'annonçais, courtoise de la gendarmerie, ici présente. Vous savez que je suis un attrape bleu, je ne sais pas comment dire. Donc j'attire, quand j'ouvre la bouche, quand je suis en vélo, tout de suite j'ai des bleus sur le dos. Donc avant d'avoir des bleus sur les fesses. Non, ils ont toujours été très courtois et c'est toujours très bien passé avec les policiers. Je n'ai rien à redire par rapport à des maltraitances éventuelles, je n'ai jamais eu avec les policiers. Il faut rester courtois, il ne faut pas s'énerver, et puis tout se passe bien. Bienveillance. Avec bienveillance, exactement. Voilà. Ça, c'est les termes de notre ami Bernard Claudel. La bienveillance. Voilà. Mais moi, je suis un petit peu malveillant par rapport à certaines personnes, notamment Macron. J'ai un peu de malveillance vis-à-vis de lui. Ce que je voudrais, c'est te poser comme question, c'est Stéphane, pourquoi tu t'es investi dans cette élection? Déjà, c'est un peu particulier. C'est vrai que pour les élections, moi je suis pas né tous les matins en me rasant. Déjà, je me rase pas, vous voyez. Donc, je pense pas à partir aux élections. Ça n'a jamais été mon fort. J'ai jamais aimé prendre la parole en public, etc. Mais à un moment donné, ça sort tout seul. Quand on a des convictions et qu'on voit qu'on peut faire des choses différemment, eh bien, spontanément, on arrive à parler plus facilement, etc. Donc, moi, je n'ai pas du tout l'intention de faire la politique, mais les événements ont fait qu'à un moment donné, ben, faut y aller. Et donc, c'est en sortant de garde à vue, ça doit être la 17e garde à vue que je faisais, avec 58 heures de garde à vue, puis on cumule avec défèrement au tribunal, donc bon, ça fait 58 heures à peu près. Donc, comme je n'arrêtais pas de dire, il y a l'article 396 du Code de procédure pénale qui stipule, lorsque des personnes ont commis des délits politiques, ils ne doivent pas être déférés devant un procureur. Donc j'étais avec mon avocat, je lui ai pris un autre avocat, on m'avait conseillé un pénaliste. Je lui ai dit, bah, tiens, je vais changer d'avocat, j'avais différents avocats avant, puis je vais en tester d'autres. Et donc je teste cet avocat, un meilleur pénaliste de la place de Paris, et puis je lui parle de cet article 397.6. Et l'OPJ, l'officier de police judiciaire, et puis l'avocat, ben, ils regardent leur code, et puis ils disent, bah oui, en effet, l'avocat à côté de moi, je lui ai fait découvrir ça, c'est Sophia Albert Salmeron qui a déposé la plainte à la CPI, qui avait soulevé ce point particulier. Donc de l'article 397.6, donc délit politique, des personnes ne doivent pas être présentées devant un procureur. Et donc je sors de cette énième garde à vue et je leur dis, bah, comme ils ne comprennent pas que je suis dans la politique et on fait des actions politiques, dans le bon sens du terme, c'est la politeia, c'est-à-dire c'est la politeia, c'est l'étymologie du terme politique, c'est-à-dire c'est l'organisation de la cité et son harmonie avec les autres, qu'il ne faut pas confondre avec la politiquer, qui est l'accession au pouvoir et l'art de s'y maintenir. Le problème de la langue française, c'est qu'elle va associer ces deux noms en un seul nom politique. Et même, on va additionner avec parti. Donc les gens vont confondre politique, politeia, politiquer, parti politique. Donc c'est des choses bien différentes. On fait de la politeia, en tant que gilet jaune, on fait de la politeia. Donc on faisait de la politique. On fait de la politique et maintenant, je ne voulais pas y aller, mais on est obligé d'y aller parce que si on ne se présente pas aux urnes, si on reste en bulletin blanc, le meilleur des menteurs est élu.
Donc il faut forcément y aller. On est obligé de faire de la politique, et on n'est pas obligé de faire des partis politiques par contre. Là aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas créé un parti politique, c'est simplement j'ai un compte de campagne, et donc il sera clos en septembre, et ça va s'arrêter là. Donc je n'ai pas créé un parti politique, mais on peut aller en politique, se présenter comme candidat, et bien pour essayer de changer les choses, parce qu'il faut malheureusement se présenter et se faire entendre sa voix, parce qu'on voit très bien, gilets jaunes, ostracisés, rien dans les journaux, à part les feux de poubelle, etc. Donc là, c'est l'avantage, quand on se présente comme candidat, eh bien, il y a une obligation des journaux d'avoir un peu une parité entre les différents candidats, plus ou moins. Ça dépend, Dauphiné libéré, on aura un entrefilet, ou zéro pour l'instant, zéro pointé. Et puis l'Ofocini, donc vous avez l'Ofocini là qui sont en train de passer de l'un à l'autre, il faudra bien me le rendre à la fin, ou bien vous l'achetez, hein, le Faucini, ça ne coûte pas très cher, 1,80 €. Il est donc en kiosque jusqu'à jeudi prochain. Donc vous avez 3 pages, ils ont fait 3 pages sur nous. Donc il faut arriver à se faire avoir cette certaine visibilité. Pour cette visibilité, si on fait de la politéia comme les Gilets jaunes, on n'y arrive pas. Si on fait de la politiquée, l'accession au pouvoir, eh bien on a plus de visibilité. Par contre, ce n'est pas l'accession au pouvoir pour le garder, c'est vraiment pour rendre ce pouvoir à la population. Et donc c'est pour vraiment respecter la Constitution. C'est-à-dire que si on a un régime présidentiel fort en France, voulu par le général de Gaulle, c'est qu'en face, il a bien mis le pendant de ce régime présidentiel qui est très fort, eh bien c'est le référendum. Et de Gaulle est parti en 1969 avec un 51% de non pour la régionalisation et pour la suppression du Sénat. Il est parti le lendemain. Et donc c'est comme ça qu'un doit fonctionner un chef de l'État français dans une 5e République. Et donc, il ne faut pas parler du RIC, c'est même pas la peine d'aller chercher le RIC, nous avons déjà le référendum. Mais simplement, le problème, c'est que le chef de l'État, c'est un usurpateur, nous avons des usurpateurs depuis Pompidou. Donc, même, il faut savoir que Pompidou et De Gaulle, ils n'étaient pas très copains-copains, c'est pour ça qu'il avait quand même un petit peu viré avant, et il espérait avoir plutôt Le Canuet, qui voulait faire la Société Nouvelle, mais c'était trop tôt, et donc il s'est un peu planté avec Le Canuet. Bon. Mais voilà, donc on a comment dirais-je, c'est pas des politocards à ce niveau-là, parce que c'est pas des tocards de la politique, mais c'est des enfumeurs et des menteurs. Donc depuis Pompidou, avec la fameuse loi donc, de 1973, donc Giscard-Pompidou, donc qui a précipité la dette française, enfin les dettes de l'État, cette obligation de ne pas pouvoir créer de la monnaie pour financer l'État. Donc on retrouve également dans l'Union européenne. Donc tous ces éléments-là, eh bien, prennent leur genèse en France avec cette loi de 1973 Pompidou-Giscard. Ça peut se comprendre sur le fond, c'est-à-dire qu'il faut gérer correctement un État et on ne peut pas faire fonctionner la planche à billets, parce que ça fait de l'inflation, il y a beaucoup d'inflation en ce temps-là. Donc ça pouvait se comprendre qu'il limite les velléités de faire tourner la planche à billets pour un petit pays comme la France, par rapport aux États-Unis qui pouvaient faire tourner la planche à billets, les dollars, ça fonctionnait pour eux parce qu'ils avaient la suprématie militaire. La France ne pouvait pas le faire. Donc pour avoir cette rigueur budgétaire, ils sont obligés de réduire la vitesse de la planche à billets, de la création monétaire. Et donc ils ont mis ce haut-là sur la création monétaire. Mais au final, on se retrouve maintenant, donc 40 ans après, avec une dette insupportable. Et je terminerai là-dessus avant de passer la parole donc, à Martine Vonner. Le plus gros mensonge que l'on a actuellement interplanétaire, c'est la dette financière. Quand vous avez un Macron qui dit « l'argent n'est pas magique », si l'argent est magique, mais il faut qu'il soit correctement édité, que la planche à billets elle tourne correctement, pas trop facilement, mais de façon concertée et avec des budgets plus ou moins à l'équilibre, mais savoir faire du déséquilibre quand il le faut quand on est en crise, et non pas en permanence. Donc il ne fallait pas faire de la planche à billets quand on n'était pas en crise dans les années 60. Mais alors, qui faisait la planche à billets. C'est pour ça que c'était ça vraiment le problème fondamental. Donc maintenant, on voit bien qu'on a des dettes impossibles à rembourser. Ce n'est pas la peine d'avoir peur pour vos petits-enfants pour ça. Ils n'auront rien à rembourser. Si l'année prochaine, on se débrouille bien, on arrivera, au moins pour la moitié de la dette actuelle, à la faire annuler. C'est un trait de plume. Tout ce qui a été créé comme argent par la Banque Centrale Européenne peut être effacé. Il n'y a pas de réelle garantie derrière. Les garanties que prend la BCE actuellement, c'est des créances pourries. On sait que c'est déjà pourri. Donc tout ça, on fait peur à la population pour dire il faut renier vos acquis sociaux, il faut travailler plus, travailler le dimanche, etc. Payez vos impôts et fermez vos bouches, pour ne pas dire autre chose. Donc, voilà, on s'anime de ça. On peut renverser les choses, on peut effacer la dette monétaire créée par la Banque Centrale Européenne, c'est à peu près la moitié.
Et il faut savoir que, j'en terminerai vraiment là-dessus, la contrepartie monétaire, de toute la masse qui tourne monétaire sur nos comptes bancaires, il n'y a que 10% de cette masse qui est grosso modo issue de l'épargne. Entre la dette, quand une banque accorde un prêt, elle n'a en caisse que 10% d'épargne de ce qu'elle a prêté. Elle prête 10 fois plus que ce qu'elle a dans ses caisses. Donc on est dans un mensonge absolu qui nous permet vraiment de pousser à cette politique néolibérale mortifère. Et donc vous avez derrière moi, j'ai toujours pas terminé, je termine après. Vous avez deux drapeaux là. Vous avez donc ce drapeau qui vient du Berliamont. C'est la Commission européenne. Donc nous avons fait une action avec Charlie et d'autres personnes. Nous avons décroché 6 des 27 drapeaux de la Commission européenne. Donc, vous avez 27 drapeaux européens qui sont devant cette commission à Bruxelles. Donc j'ai enlevé les étoiles de la Vierge Marie, parce que bon, je ne vais pas, comme le dit Mélenchon, même si je suis mélenchoniste du tout, mais voilà, il disait, quand il est arrivé dans l'hémicycle, est-ce qu'il était obligé d'être dessous les drapeaux de la Vierge Marie. Bon. Donc on a un pays laïque, donc il y a déjà une fumisterie à la création de ce drapeau. C'est quand même, quand vous allez à la Maison de l'Europe, par exemple à Luxembourg, vous avez la Vierge Marie avec le Jésus dans les bras, et vous avez les 12 étoiles derrière la tête de la Vierge Marie dans la Maison de l'Europe qui se trouve à Luxembourg. Donc il faudra peut-être changer de drapeau, mais par contre vous avez aussi un autre drapeau ici. Alors c'est pas très bien peint, j'arrive pas à trouver, mais c'est le drapeau du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays. 47 pays, c'est vraiment l'origine de l'Europe d'après-guerre. Quand vous avez des résistants qui disent « Ouais, mais vous salissez l'esprit de la résistance quand vous déchirez le drapeau de l'Union européenne », il faut leur dire « Non, non, nous on respecte le drapeau du Conseil de l'Europe de 1947, mais pas ce machin de 2008 du traité de Lisbonne ou de 1992 de Maastricht. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et moi, personnellement, je suis à ce niveau-là, c'est-à-dire je suis à la Cour européenne des droits de l'homme. La seule chose qu'a fait ce Conseil de l'Europe, à 47 pays, vous avez la Russie, vous avez tous les pays d'Europe, sauf la Biélorussie, qui est une dictature, donc qui n'a pas signé la charte des droits de l'homme, charte européenne des droits de l'homme. Et bien donc, moi je monte, parce que j'ai déjà fait, donc j'ai une vingtaine de procédures, avec mes différentes exactions que je mène directement sur le pouvoir. Et donc, j'ai déjà fait 2 fois donc, cassation, sur un contrôle judiciaire abusif suite à un faux en écriture publique d'un commissaire de police sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris. Donc il a fait un faux en écriture, pour lui il faut savoir c'est un crime. Dépositaire d'autorité publique, c'est l'article 441 donc, du code pénal. Quand vous avez un dépositaire d'autorité publique qui fait un faux en écriture publique, sur un PV par exemple, c'est un faux en écriture publique, eh bien il est passible de 3 ans de prison et 150 000 € d'amende. Donc j'ai déjà pas eu gain de cause au niveau de la cassation, après avoir fait appel cassation, en procédure accélérée en référé. Et donc je vais donc présenter d'ici le 20 juillet mon dossier à la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à ce que l'État français respecte les droits de l'homme. Et vous avez Martine Vonner, et je lui passe la parole, qui est également, en plus d'être députée frontiste, je dirais, dans l'hémicycle, également donc siège à la commission, au Conseil de l'Europe. Donc merci à Martine Vonner pour sa présence aujourd'hui. On a fait samedi aujourd'hui parce que vous étiez disponible qu'aujourd'hui, et on a rebondi sur l'autre événement qui a été annulé par le préfet donc pour dimanche. J'ai pas dit trop de bêtises. Ah, je sens, voilà, c'est très bien, le débat va commencer. Si, je sens bien. Merci Stéphane, déjà pour cette organisation. Merci pour nous accueillir sur ton futur canton, parce que je ne doute pas une seule seconde que Stéphane va être élu. On reviendra pour fêter ça. Bien sûr. Alors pour celles et ceux qui me connaîtraient pas bien, je vais prendre quelques instants pour me présenter. Alors je suis très à l'aise devant le drapeau du Conseil de l'Europe parce que j'ai plusieurs mandats. Je suis élue en Alsace, députée de la 4e circonscription du Bas-Rhin, pour connaître la 2e plus belle région de France après celle-ci, forcément. En fait, la 4e circonscription, vous situez Strasbourg à la frontière, et ma circo, c'est le nord, l'ouest et le sud de Strasbourg. Les terres les plus fertiles d'Europe,
où j'ai lutté dès le début de mon mandat contre un projet monstrueux d'autoroute qui massacre totalement ma circonscription. Je suis élue députée depuis 2017. J'ai cru, ne me jetez pas des pierres s'il vous plaît, j'ai cru quelques instants à l'aventure Macron. Eh oui, ah bah, l'erreur est humaine. Pourquoi? Parce que je suis médecin psychiatre. Dans mon parcours professionnel antérieur, j'ai 57 ans, donc j'ai quelques belles années déjà d'exercice. J'ai rencontré, on va dire, où j'ai travaillé, j'ai exercé dans tous les champs de la médecine. Au niveau des tutelles, au niveau du ministère de la Santé en région, au niveau d'un très grand groupe privé à but lucratif. Donc, je vous expliquerai ma vision de l'économie, mais aussi, après, puisque j'ai dirigé, sur le plan médical, le SAMU social de Paris. Donc, je me suis occupée des 30 000 SDF de toute la région Île-de-France, à la relève de Xavier Emmanuelli, quand Xavier a claqué la porte en 2011, pour ne garder, lui, que la présidence du SAMU social international. Donc, j'ai une vision vraiment très, très vaste de l'économie et du social. Et pourquoi j'ai cru en ce président qui proposait sur le papier quelque chose de différent? C'est parce que justement, je défends l'idée d'une économie très forte, mais pas pour un résultat uniquement pour que l'argent retourne dans la poche des actionnaires, mais surtout, et ce sont des valeurs qui pour moi sont des valeurs fondamentales, des valeurs de solidarité. Donc un pays qui va bien économiquement et qui répartit ses richesses vers une plus grande solidarité, une plus grande fraternité, c'est vraiment ma vision de la société. Et cet équilibre, ni de droite, ni de gauche, etc., j'y ai cru quelques instants. J'ai très 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 vite compris que je m'étais trompée totalement. Quelques anecdotes. Quand vous devenez député d'une majorité écrasante, et il faudrait avoir du temps pour parler de cette 5e République et de son dysfonctionnement, parce que le fait majoritaire tel qu'il existe aujourd'hui, avec cette parfaite coïncidence des élections présidentielles et des élections législatives, ce n'est plus entendable et c'est un massacre de la démocratie réelle. Parce que, bien évidemment, vous avez tous compris, le gouvernement fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, parce que quel que soit l'écrit des textes de loi qui sont proposés, ils vont être votés. Pourquoi ? Smartphone. Vous savez, les députés vivent, comme beaucoup d'entre nous, avec le smartphone greffé. Le matin, ils ont toute une série de messages. Alors, aujourd'hui, tu voteras ça. Aujourd'hui, si tu fais une interview devant un journaliste, tu diras ça. Si tu vas sur un plateau télé, voilà les éléments de langage à passer. J'ai pas tenu très longtemps. Encore une fois, on ne m'a jamais dicté ni ma pensée, ni mes actes, et ce n'était pas en devenant parlementaire que ça allait commencer. Je suis très très proche des citoyens qui m'ont fait confiance, qui m'ont élu. Sur une terre, c'était pas évident, parce que l'Alsace est une terre très conservatrice, et que ma circonscription, en tout cas, a toujours été entre les mains d'une droite bien ancrée sur le territoire. Pas une extrême droite, mais la droite. Et déjà, d'avoir été élu comme cela, ça a un petit peu remué sur le territoire. Et les élus locaux, ça a mis un peu de temps à ce qu'ils me fassent confiance. Mais c'est à force de travail, que ça soit sur le territoire. Et je sais que Stéphane a expliqué que je fais partie aujourd'hui du groupe Liberté et Territoire. Nous sommes 18 députés.
Je vais en citer quelques-uns, bien sûr. Vous connaissez Jean Lassalle. Il a un peu moins d'amis en ce moment depuis qu'il a voté le pass sanitaire. Mais je lui ai tiré les oreilles et j'espère qu'il va réussir à se rattraper, puisque on a déposé un recours au Conseil constitutionnel. C'est très important. Nous sommes plus de 60 députés à attendre du Conseil constitutionnel. Je continue à garder espoir, même si je sais très bien que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, sont les bras armés du gouvernement. Mais j'espère quand même qu'à la fois sur l'article 1, et j'y reviendrai, et sur l'article 5 de la conservation des données médicalisées, ils puissent bloquer. Ce travail sur mon territoire et ce travail à l'Assemblée nationale m'a permis assez rapidement de me démarquer. Et pas de me démarquer ni pour mon ego, ni pour des ambitions personnelles. Simplement parce que mon quotidien, et ça c'est au plus profond de moi, sans doute parce que je suis médecin et que je me suis toujours battue pour le bien-être des individus, je me suis levée dès le départ contre la prorogation du glyphosate, contre la loi Asile, Immigration, Intégration, contre la PPL Casseur, contre le CETA, et j'en passe. Et c'est vrai que ça faisait déjà quelque temps que j'étais dans le collimateur de cette majorité. Ça faisait quelque temps que quand je voulais me lever pour défendre des amendements, j'avais quelques collègues de la majorité bien intentionnés qui venaient s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle et qui me disaient « Tu ne vas quand même pas te lever, tu ne vas quand même pas oser faire ça ». Voilà comment fonctionne l'Assemblée nationale actuellement. Et bien sûr, il y a un peu plus d'un an maintenant, en mars 2020, encore une fois, très modestement, nous sommes 5 médecins à avoir immédiatement fondé un collectif qui s'appelle, et on vous a distribué quelques autocollants, et je vais vous expliquer à quoi ça sert ces autocollants, un collectif qui s'appelle « Laissons les médecins prescrire ». Pour une raison très très simple. Raoult, et je lui ai dit, on s'amuse dans ces échanges-là, c'est pas forcément un génie. Il a juste repris ce qui avait déjà été écrit dans les revues scientifiques quelques années précédemment, quand la France a connu le SRAS-CoV-1, on savait déjà que l'hydroxychloroquine fonctionnait. Ensuite, il s'est mis tout de suite en contact avec la Chine et il a tout de suite vu que les Chinois utilisaient ce médicament. Donc, quand vous vous souvenez de ce discours martial de Macron tout au début, discours à la fois où on aurait pu s'attendre à une hécatombe, je ne sais pas, quand on parle de pandémie mondiale et quand on dit que c'est la guerre, on aurait pu s'attendre à 30-40% de mortalité. Ça aurait pu être l'équivalent d'Ebola. Mais quand vous avez le président qui, en même temps, sa phrase préférée, en même temps, vous dit c'est la guerre, et vous dit, ah, j'ai oublié de vous dire, dimanche, là, vous n'oublierez pas d'aller voter, ça, c'est juste de la dissonance cognitive. Et c'est vrai qu'en tant que psychiatre, je me suis dit, ah, il est encore pire que d'habitude. On comprend plus le message qu'il passe. Et comme, à ce moment-là, un détail personnel, mon conjoint, que je remercie devant vous, parce qu'il me... Si j'arrive à faire tout ce que je fais, c'est vraiment parce qu'il est à mes côtés. Ouais. Vous pouvez l'applaudir, ouais. On était dans sa famille, chez son frère aîné, à l'autre bout de la planète. On était en Australie. On était en Australie. Et cette distance réelle, en écoutant ce discours, nous a fait comprendre que véritablement la France était en danger et que les Français étaient en danger.
Étant médecin, on a bien sûr raccourci complètement notre voyage. Je suis rentrée tout de suite. Je me suis engagée dans la réserve. J'ai fait énormément de gardes de psychiatres parce que, vous vous souvenez, la région Grand Est a été une des régions les plus impactées par l'épidémie. Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France. Et véritablement, on a vu les personnes les plus fragiles décéder assez rapidement et les hôpitaux très très vite totalement saturés. Mais pas parce que la Covid était en train de tuer tel qu'on pouvait l'imaginer, mais simplement parce qu'on interdisait aux Français de se soigner. Parce que les messages qui passaient en boucle, quel que soit le média, vous vous souvenez, c'était « restez chez vous avec du Doliprane. N'allez pas vous faire soigner ». Ce qui, là encore, est complètement aberrant quand on est face à une situation sanitaire d'urgence. Et fort de toutes les propositions que notre collectif a pu faire, puisqu'on avait même, tout au début, Sanofi, le laboratoire Sanofi, qui était d'accord de nous fournir gratuitement des boîtes d'hydroxychloroquine. On avait 1000 soignants qui étaient d'accord de prendre l'hydroxychloroquine en cas de nécessité, et on aurait pu faire cette étude très simple, telle que le gouvernement soi-disant attendait, mais tout cela a été interdit. Tout ce qui était logique, tout ce qui était cohérent a été interdit. On ne va pas refaire l'historique des masques, etc. Mais ce qui a été rajouté par rapport à ça, c'est la promulgation de cet état d'urgence sanitaire dès le 23 mars, état d'urgence qui a été voté et qui a été tout à fait illégal, puisque la France, depuis une semaine, était confinée de façon illégale. Le président n'avait pas le droit d'enfermer 67 millions de Français tel qu'il l'a fait. Tout cela était totalement illégal. J'insiste, parce que tout le monde a été sidéré, parce que même les juristes, les avocats, qui peut-être auraient pu faire immédiatement des recours différents, ne l'ont pas fait, parce qu'en effet, on était tous en état de sidération. On est maintenant plus d'1 an plus tard, et on est toujours, aujourd'hui, même si le gouvernement prétend, en faisant voter les députés, un texte qui s'appelle « gestion de la sortie de crise sanitaire », tout cela, c'est du pipeau. On est toujours dans un état d'urgence sanitaire. À partir du moment où vous avez un couvre-feu, vous êtes en état d'urgence. Et cet état d'urgence, le Premier ministre, par décret, peut actionner la boîte à outils de cet état d'urgence jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, on fait croire au peuple français qu'on lâche la bride un tout petit peu. Vous voyez de quelle façon on vous traite. Un petit sucre, c'est tout à fait ça. Quelques vagues terrasses, on va peut-être pouvoir partir en vacances, mais sous quelles conditions? La condition d'un pass sanitaire qui est absolument inacceptable. Parce que la seule chose que Macron a réussi à faire depuis le 23 mars 2020, c'est à séparer les Français, c'est à terroriser les Français. Et je ne condamne pas et je ne culpabilise pas les Français qui ne comprennent rien et qui courent se faire vacciner. C'est de votre responsabilité, de notre responsabilité, à chaque moment, d'expliquer, de tendre une main. On n'aura peut-être pas envie de prendre cette main, on n'aura peut-être pas envie de vous écouter, mais à chaque moment, il faut le faire. Ce qui se passe actuellement est trop grave, trop grave. Il a terrorisé, il a séparé, et là maintenant se passe, c'est une véritable ségrégation, c'est un apartheid.
On sait très bien que l'histoire des rassemblements de 1000 personnes, c'est une chose. Mais demain, vous ne pourrez rien faire si vous n'êtes pas vacciné. Il y aura véritablement un pays qui fonctionnera avec des personnes qui n'auront plus les mêmes droits que les autres. Et tout ceci est inacceptable. J'espère que le Conseil constitutionnel va, en tout cas, revenir sur cet article 1, le pass, et revenir sur quelque chose aussi qui, pour moi, est le paroxysme du délire. Je le dis très clairement. Dans cet article 1, n'importe qui peut être emmené par les forces de l'ordre chez lui, à son domicile, sur ordre du préfet, sous prétexte qu'il représenterait un danger pour la santé publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes cas contact d'un cas contact d'un cas contact, mais que vous ne le savez pas, et qu'on estime que vous devriez être en quarantaine, on peut venir vous chercher pour vous mettre en quarantaine dans un endroit isolé que vous ne connaissez pas. J'ai posé la question au ministre dans l'hémicycle en disant « mais c'est quoi ces lieux ?» Et comme je suis psychiatre, pour moi c'est d'une telle évidence. Il n'y a qu'un seul moment où on a le droit, pour des raisons de santé, d'enfermer quelqu'un, c'est dans des soins psychiatriques sous contrainte. Et encore, ça fait plus de 10 ans que je lutte pour la suppression des soins sans consentement. Parce que considérer une personne qui a une souffrance psychique, l'accompagner comme il se doit, repérer et faire un bon diagnostic, ne veut pas dire enfermer. Et priver quelqu'un de liberté, que ce soit dans le champ de la santé mentale ou que cela soit dans le champ du Covid, priver quelqu'un, vous priver de liberté, n'a jamais permis de soigner qui que ce soit. Vous êtes là, vous l'avez bien compris. Oui? Bien sûr. Comment un préfet peut avoir le droit de rentrer comme ça chez nous? De donner l'ordre. Nous l'avons voté. Les députés, bien sûr, j'ai voté contre. Ah, parce que vous croyez que si vous n'ouvrez pas votre petite porte, ça va gêner les forces de l'ordre? Ah ben non. Ils vous feront... Ben, je pense que vous vous mettez en risque si vous n'ouvrez pas. Et la suite, c'est aller au-delà de votre propriété, de votre intimité, de votre chez vous. On l'a voté. C'est pour ça que c'est un scandale. Ce qui est un scandale, c'est que les députés, je vous donne la parole tout de suite, c'est que les députés, quand ils sont dans l'hémicycle, n'ont pas lu le texte qu'ils vont voter. Ils ne prennent pas conscience de l'énormité qu'ils sont en train de voter. Et j'en veux pour preuve, parce que ce que je vous dis là, je l'ai dit clairement dans l'hémicycle. Mais ils me regardaient comme si j'étais une extraterrestre. Ils ne bossent pas, ils ne lisent pas les textes, ils regardent simplement les éléments de langage et les instructions de vote. C'est absolument scandaleux. Et quelle que soit la couleur politique, quelle que soit cette couleur politique. Aujourd'hui, depuis plus d'un an, où encore une fois je me bats contre cet état d'urgence sanitaire, j'attendais que la France insoumise se lève, que les communistes, les socialistes, non. Alors j'ai aucune accointance avec l'autre côté, avec l'extrême droite, mais eux non plus. De toute façon, ils ne sont jamais dans l'hémicycle. Alors, il y a quelques insoumis qui ont voté contre le pass sanitaire et il y a quelques insoumis qui sont dans le recours Conseil Constit. La seule chose qu'ils n'ont toujours pas comprise, c'est le non-intérêt de la vaccination. Et à chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est pour dire que la stratégie vaccinale ne va pas assez vite. Donc je leur ai proposé de leur expliquer et
À ce stade, ils n'ont pas voulu écouter. Madame, je vous en prie. Dans la pyramide des normes, c'est la Constitution qui prévaut. Je ne comprends pas pourquoi ils bafouent les libertés de manifester et ainsi de suite. La loi n'est pas au-dessus de la Constitution. Si. Alors, le droit de manifester est un droit constitutionnel. Vous avez parfaitement raison. Et le président aurait pu faire, l'année dernière, plutôt que de faire voter un état d'urgence, mais de cette façon-là, il se couvre. Il dit, mais regardez, c'est mon Parlement, c'est les représentants du peuple qui votent l'état d'urgence sanitaire. Il aurait pu actionner l'article 16 de la Constitution. Il ne l'a pas fait. Il l'a encore, on va dire, à disposition, cet article 16. Mais dans l'état d'urgence sanitaire, et vous savez que la France était déjà en état d'urgence depuis le terrorisme, dans toutes ces couches de privation de liberté, il est très clair que les Français ont perdu le droit de se déplacer comme ils veulent, les Français ont perdu le droit de manifester, puisque maintenant, il faut demander l'autorisation de manifester. Les Français ont perdu la possibilité d'entreprendre. Pourquoi? Pour quelle raison? Pour un virus qui aujourd'hui, et on le sait, avec cette distance-là, pour un virus qui est l'équivalent d'une très grosse grippe, qui malheureusement a emporté les personnes les plus âgées. Les chiffres sont très clairs. Les personnes vulnérables qui, notamment pour la plupart d'entre elles, avaient dépassé déjà de quelques années l'espérance de vie. Et surtout, des personnes, encore une fois, et je suis vraiment toujours très émue quand je parle de ça, qui malheureusement, partout en France, comme on leur interdisait l'accès aux soins, ont même été, pour certaines, accompagnées par l'utilisation d'une molécule qui s'appelle le Rivotril, qui, première interdiction d'utiliser ce médicament, c'est une insuffisance respiratoire. Donc, toutes ces personnes âgées, à domicile, en EHPAD, qui étaient isolées par rapport à leur propre famille, qui sont mortes d'insuffisance respiratoire toutes seules, c'est un scandale qui, pour moi, est impardonnable. Et qui fait partie de mon combat, qui me donne cette énergie tous les jours, en espérant, et je suis en contact avec des avocats et des juristes au niveau international, notre collectif Laissons les médecins prescrire, où on est aujourd'hui 30 000 soignants en France, toutes les professions de santé. On continue à se battre et on ne laissera jamais rien tomber parce que toutes ces personnes, un jour, devront payer pour leurs actes. Alors, il y a aussi une dame qui a levé la main. Voilà, Martine, merci pour ce beau plaidoyer. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'aurais une question à vous poser aussi à Stéphane, au nom de l'Alliance du Peuple. Vous avez mis en évidence pas mal de problèmes que nous subissons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ces problèmes n'ont pas été aussi, Stéphane, si tu veux venir aussi avec nous, n'ont pas été créés justement pour empêcher les citoyens qui sont là aujourd'hui d'aller se présenter aux élections, parce qu'on a été enfermés. Donc pour les départementales, je connais plein de candidats qui sont là, qui n'ont pas pu se déplacer, qui n'ont pas pu aller rencontrer, serrer des mains, aller voir des entrepreneurs. Donc est-ce que vous ne pensez pas que franchement, tout ce qui s'est passé là a été un empêchement? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est ce pass sanitaire dont vous avez parlé. On vient d'entendre que la Grèce l'avait mis en place. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que nous risquons en Europe d'être obligés effectivement d'avoir ce pass sanitaire? Deux réponses techniques sur le pass sanitaire.
les députés européens l'ont voté, mais je redis à chaque fois que chaque pays reste souverain. Donc on a toujours l'impression qu'on doit obéir à l'Europe, ce qui n'est pas vrai. Donc il a été mis en place pour la circulation dans l'espace Schengen, et ce n'est pas un pass vaccinal. Là aussi, beaucoup de personnes pensent qu'elles vont être obligées d'aller se faire vacciner. Dans le pass sanitaire, il y a 3 possibilités d'être admis quand même dans un espace où il y aurait du monde ou de pouvoir monter dans un avion. C'est la double vaccination ou le test PCR négatif. J'en profite toujours pour dire que ce test ne vaut rien et on sait qu'il n'est pas fiable, mais il reste comme un outil utilisé en tout cas par beaucoup de pays. Et en France, un fameux certificat de rétablissement. On ne sait pas ce que c'est. Là aussi, j'ai posé la question à Olivier Véran, dans l'hémicycle. Je n'ai eu aucune réponse. Je lui ai demandé si la sérologie, vous savez, si on se fait des anticorps, et j'en profite toujours pour dire aussi qu'il n'y a aucune raison que ce virus, si vous avez été malade, vous n'ayez pas d'anticorps. Ce qui me frappe, c'est que depuis plus d'1 an maintenant, ce gouvernement réinvente la médecine. Moi, ok, je suis un peu âgée déjà, j'ai fait médecine au siècle dernier. Mais il faut arrêter le délire, quoi. Quand on est malade, on fait des anticorps. Vous avez une immunité naturelle qui vous protège. Donc on n'a pas besoin, on a d'autant moins besoin de ce... J'ai même pas envie de l'appeler vaccin, de cet outil génétique, que à la fois il y a l'immunité naturelle, mais aussi qu'il y a des traitements précoces. Donc oui, le pass sanitaire va devenir obligatoire en France, sauf s'il est retoqué au Conseil constitutionnel, il va devenir obligatoire à partir du 9 juin. Et que pouvons-nous faire alors pour se battre contre ce pass sanitaire? Le Conseil constitutionnel, apparemment tout le monde se repose dessus comme quoi le Conseil constitutionnel, c'est le dernier recours, il va décider d'annuler. Nous, le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de réponse. Ça n'a jamais sauvé de quoi que ce soit. Si, il y a À chaque quelque chose fois, récemment. Depuis 40 ans, ils ont toujours passé tout leur gros... Non, il y avait eu l'article... Récemment, il y a eu l'article 24 de la proposition de loi... je ne sais même plus comment ça s'appelle. Sécurité. Voilà, sécurité globale, merci. Globale. Sécurité globale, voilà. Donc le Conseil globale. constitutionnel a bloqué cet article. Mais vous avez raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, je suis extrêmement méfiante. Mais les parlementaires et la parlementaire que je suis, on doit aller jusqu'au bout de nos possibilités juridiques en la matière. Donc il fallait qu'on aille jusque-là. Peut-être vous dire que j'ai écrit une motion de censure pour tenter de trouver 57 autres députés à mes côtés pour utiliser ce qu'on appelle l'article 49.2. L'article 49.2, c'est une motion de censure du gouvernement. Pourquoi je fais ça? Parce que, à la limite, le président a une forme de légitimité, il a été élu par les Français. Je ne reviendrai pas sur les modalités d'élection, etc., mais il a été élu en 2017. Le gouvernement est désigné. Quand on estime que le gouvernement est incompétent, il faut censurer ce gouvernement. J'ai eu 0 députés qui ont accepté de signer un 49.2 à mes côtés. 0. Alors, je suis peut-être que je m'y prends comme un manche, hein. C'est possible, pour essayer de convaincre. Mais je crois surtout que malheureusement, et c'est ce que je dénonce à chaque fois, qu'ils sont en permanence dans une attitude politicienne. Et là, plus que jamais, allez tenter de les faire bouger. Non, il y a les cantonales, il y a les régionales. Ils sont déjà tous en train de calculer. Et les arrangements, on a vu, entre le MoDem et la République En Marche, qui n'existe plus d'ailleurs sur les territoires, hein, franchement, c'est peanuts. Ces petits arrangements, c'est pour les prochaines investitures de députés. C'est honteux. C'est honteux. Je ne sais plus, il y avait une première partie dans la question. Je voudrais poser une question qui est très, très, très importante. Aujourd'hui, on voit bien que depuis 40 ans, on est mené par des élus qui, en fait, sont des professionnels
de la politique, Ouais. qui sont là pour le salaire et pas pour nous, on est bien d'accord. Donc vous êtes peut-être, en vous écoutant, un espoir. Stéphane en est un grand aussi. Est-ce que vous pensez que pour éveiller les consciences, on ne pourrait pas proposer aux Français, aux abstentionnistes, de proposer un éventail de citoyens qui pourraient effectivement représenter la France? Est-ce qu'on pourrait rêver, par exemple, qu'on ait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes à la place de M. Macron, avoir une mini-assemblée qui prenne des décisions, ou même, pourquoi pas, une assemblée de citoyens à la place, pourquoi pas, du Sénat, de 1000 personnes qui votent les lois, qui prennent des décisions? Est-ce qu'il y aurait une solution aussi? Stéphane a émis une idée magnifique qui serait de faire un concordat de personnes qu'on pourrait présenter aux Français pour effectivement les représenter. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que tous les partis politiques ne représentent pas le peuple. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus? Je vais rectifier ce que vous venez de dire en introduction. Il y en a qui se bougent parce que le salaire d'un député est confortable. Mais je crois qu'avant tout, une fois qu'ils sont dans cette fonction-là, ils ne sont plus atteignables. Ils sont en lévitation. C'est leur ego qui les fait léviter en permanence. Je n'ai jamais, par exemple, cessé d'exercer ma profession. Je travaille dans une structure médico-sociale, 4 heures par semaine, avec des personnes polyhandicapées, parce que je veux rester au contact. Et je crois déjà que cette fonction d'élu est complètement à redéfinir et complètement à revoir. J'entends ce que vous dites, et bien évidemment, c'est un espoir, qu'on puisse totalement réformer les institutions et gouverner la France avec une véritable gouvernance citoyenne. On en est encore très très loin. Je suis fondamentalement optimiste, hein, et l'idée n'est pas de passer un message là où on n'aurait pas d'espoir, etc. Mais je pense qu'on en est très loin. Je vous donne un petit exemple malheureux. Il y a eu là, pour les prochaines élections, des citoyens qui se sont engagés. Et Stéphane en est un très bel exemple, et il y en a quelques autres ici, qui se sont engagés cantonales, sur les listes régionales, etc. Dans certaines régions, il y a déjà eu la guerre entre plusieurs listes citoyennes. Parce que dès qu'on parle d'engagement, dès qu'on parle de éventuellement poste quelconque, etc., l'humain commence par se faire la guerre. L'humain commence par jouer des coudes. L'humain commence par dire non, non, c'est moi qui veux être en premier, etc. C'est pas une analyse défaitiste, mais je pense qu'il va nous falloir une énergie de dingue. Alors il y en a qui parlent de pognon de dingue, mais nous, ça va être une énergie de dingue pour emmener, pour convaincre, pour articuler, coordonner, mettre ensemble toutes celles et tous ceux qui veulent y aller différemment. Et convaincre toutes celles et ceux qui aujourd'hui, pour des raisons X, Y, Z, mais pour avant tout leur confort, n'ont pas envie de voir, très simplement, n'ont pas envie de comprendre ce qui se passe. Donc on peut y arriver, c'est même pas... En fait, on doit y arriver. Merci. On doit y arriver. Alors, je voudrais... On doit y arriver, parce que sinon on est foutu, enfin, on n'est pas bien, quoi. Je ne veux pas dire on est foutu. Si on n'y arrive pas, on est vraiment pas bien. On n'est vraiment pas bien. Et moi, j'y crois complètement. Sauf que ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, chacune et chacun d'entre nous avons une véritable mission. C'est d'aller dans le même sens et de convaincre. Et cette terre qui est extraordinaire, parce qu'elle a cette belle histoire et elle a surtout des capacités à se tenir un peu loin de ce qui se passe à Paris, pour des tas de raisons. Cette terre de résistance. Et quand j'ai su que
Et vraiment merci Stéphane d'avoir changé la date pour que je puisse être avec vous aujourd'hui. Quand j'ai su que sur ce haut lieu de résistance, vous souhaitiez partager ce moment, bien sûr, j'ai pas hésité une seconde. J'ai pas hésité une seconde en disant il faut être là, il faut pouvoir partager cette énergie, cette conviction, et surtout aussi faire savoir que actuellement, partout en France, il y a des citoyens comme vous, comme nous, qui ont envie d'y aller. Il va falloir trouver la bonne méthode pour y aller tous ensemble. Une question ? Comment la méthode, je sais pas, je pose la question, on est plein de gens à se poser la question. Pardon. Et si on démontait aussi les francs-maçons, parce que quand même, on le sait maintenant, des messiques aux pharmaciens, il y a des francs-maçons, c'est une secte, et c'est eux, vous êtes dans l'hémicycle, vous savez très bien quand il y a des députés, pourquoi qu'on ne va pas les chercher là? Il ne faut pas faire comme Pétain avait fait. Là, vous savez très bien ce qui se passe derrière. Alors, Ceux-là qui sont éveillés, il faut ça parler va bien. plutôt de toutes les réunions obscures et secrètes, peu importe que ce soit de la franc-maçonnerie ou autre. C'est tout à chaque fois que des personnes se rencontrent et font leur petit business et les renvois d'ascenseur entre eux qu'il faut viser. Donc bien sûr dans la franc-maçonnerie, moi je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Vous êtes déjà différentes franc-maçonneries. Vous avez... Attendez, je vais parler, laissez-moi parler. Donc simplement il y a la grande... Oui, bah, je vais donner la parole. Donc il y a la Grande Loge de France, je dirais ils sont gentils. Ils présentent bien, vous avez le Rotary Club, vous avez Lions Club, tous ces machins-là qui sont en recrutement, etc. Après, vous avez le Grand Orient de France. La Grand Orient de France, ça commence à être un peu plus, ça pique un peu plus, quoi. Et c'est pour ça que j'ai un peu un problème avec Mélenchon. C'est très bien, il parle très bien, c'est très bien, mais par contre, il le dit clairement qu'il est, je ne sais pas dans quelle loge, mais il est Grand Orient de France quelque part par là. Et donc, il y a un problème de soumission. Donc c'est toujours le même problème, c'est quand on a quelqu'un de soumis. Soumis, c'est donc la personne, même si elle fait les pires exactions, eh bien, on doit couvrir ces exactions de la personne. C'est là où on tombe dans quelque chose d'absolument énorme qui nous dépasse, qui, nous, à notre niveau, tant qu'on n'a pas pris le pouvoir, on ne pourra pas gérer. Vous avez également la pédocriminalité qui pose d'énormes problèmes. On ne va pas aborder tout ça, parce que ça, c'est des choses qui dépassent absolument tout le monde. Et il faut être à tête de l'État pour arriver à éventuellement réussir à inverser les choses. Donc là, on ne va pas polluer le débat sur ces choses-là où on n'a aucune prise. Moi, vous savez que je suis capable d'être en face du procureur du parquet national financier et lui dire vous avez été nommé par Macron et vous devez vous instruire la plainte concernant le pacte de corruption sur la transaction entre General Electric et Alstom. Moi, les yeux dans les yeux, quand je sortais de mon appel, dans la cour d'appel, je tombe face à Jean-François Bonnert. Eh bien, je lui ai dit ça, il est nommé par Macron, et donc il va devoir instruire une plainte contre Macron. Donc c'est pas possible, il est jugé parti. Donc là, c'est des éléments trop importants, trop gros. Donc pour l'instant, on ne va pas partir là-dessus, on revient sur du cantonal, on revient sur la politique nationale, ce qui concerne directement les Français. Je sais que c'est vraiment un réel problème, mais à notre niveau, on ne pourra pas intervenir là-dessus pour l'instant. Il faut un petit peu mettre pas l'oublier, on le garde bien sûr en tête, et on va devoir avancer, Je vais juste mais dire pas en un mot frontal. là-dessus. Ouais. Un mot là-dessus. Qu'on parle de tout ce qui vient dit et nommé, quelle que soit la forme de lobby, que ce soit des lobbies financiers, que ce soit des lobbies francs-maçons, que ce soit d'autres lobbies, il faut lutter contre ça. Parce que derrière ça, parce que la franc-maçonnerie c'est bien, mais c'est des petits arrangements entre amis. Enfin c'est bien, non c'est pas bien du tout. C'est des petits arrangements entre amis, c'est des prises de pouvoir, et tout cela est sous-tendu par l'économie, par l'argent. Là l'économie, pas au sens noble de celle que j'évoquais tout à l'heure. Donc véritablement, il faut que vous sachiez que les plus grands lobbyistes ont leur bureau à l'Élysée. Donc c'est ça qu'il faut notamment changer. Vous avez le MEDEF, et même quand je suis allé barbouiller le MEDEF,
un bout d'un certain temps, le gars de la sécurité il est venu me voir, parce que bon, moi j'y vais avec ma tarte, donc ils ont vu les policiers, tout ça, ils ont dit c'est Stéphane Espy qui vous barbouille le MEDEF, etc. Régulièrement. Donc le gars il est sorti, il m'a dit arrêtez de nous barbouiller, bon ça sert pas à grand chose, bien sûr, Gattaz il l'a vu, bien sûr, ils ont tous vu ce que vous avez barbouillé, mais pensez à une chose, c'est surtout l'AFD maintenant. Celui qui tient vraiment les rênes du pouvoir, c'est l'AFD, l'agence française des entreprises privées. Ouais, c'est ça. Et donc il se trouve à même pas 50 mètres de l'Elysée. C'est-à-dire que j'ai fait d'autres choses aussi, par exemple c'était l'ascension des entrepreneurs le 21 mai de l'année dernière. Et donc j'avais fait une vidéo, je partais de l'AFD, donc ils sont au 6e étage, je ne peux pas les atteindre. Alors que le MEDEF, j'ai fait passer comme 12 000 gilets jaunes devant le MEDEF 3 fois. J'espérais qu'éventuellement il y ait des gens qui percutent un petit peu, il y avait des bornes... et donc il y avait beaucoup de vitres au MEDEF, il y a peut-être quelque chose à faire, ça c'est pas fait. Bon, dommage, j'avais même le blanc-seing pratiquement de la préfecture pour le faire. Ils disaient, le MEDEF on s'en fout. Bon. Et donc là le problème avec l'AFD, c'est qu'ils sont au 6e étage, on ne peut rien faire. Bon. Mais ils sont à 50 mètres vraiment de l'Elysée. Et donc ce jour-là, par exemple, c'est un jour d'exaction, donc je fais un petit tour comme ça. Je remonte pour retrouver donc, les personnes qui voulaient remettre un courrier à l'Elysée. Donc c'était juste après le confinement, on était déconfinés depuis seulement 10 jours. Et donc Paris désert. Et donc moi j'ai la commissaire de police qui me fait tomber carrément de vélo sur les Champs-Élysées. Donc bon, à mon habitude, je ne vais pas en pleurer pour autant, c'est assez marrant. Donc je me mets dans une situation un peu délicate. Je pars en garde à vue, il me ressort de la garde à vue, j'arrive à retrouver les autres personnes. Enfin bon, c'était vraiment la croix à la bannière pour arriver à déposer ce courrier à l'Elysée, qu'on n'a pas réussi à le faire. Donc simplement, voilà, l'AFD, c'est vraiment à 2 pas de l'Elysée. Moi je tourne autour de l'Elysée comme une mouche. Et autre dernière chose que je vais dire, parlant de mouches, nous sommes des mouches, les pieds dans dans les bouses, et les pieds sur terre. Mais donc il faut faire attention, il y a beaucoup de papier de mouche. C'est-à-dire que nous sommes des mouches, nous avons des personnes qui parlent bien, et qui vont nous attirer vers eux. Donc c'est toutes les personnes que l'on voit généralement à la télévision, donc tous ceux qu'on met en avant, que les médias mettent en avant. Donc vous, attention, si vous êtes trop mis en avant, vous risquez d'être un papier de mouche. Je vous expliquerai Alors, pourquoi il n'y voilà. a pas de risque. Voilà, donc pas vu à la télé, c'est gage de garantie, c'est gage de qualité. Donc, Je vais beaucoup de expliquer personnes... un petit mot sur la censure. Je vais vous dire un petit mot sur la censure. Il y a un an, j'ai dû faire 3 apparitions de 2 minutes 20 sur BFM. C'était en mars-avril pour expliquer ce que c'était que le collectif Laissons les médecins prescrire. Et il y a eu des journalistes de la presse écrite et de la presse audiovisuelle qui sont tombés malades de la Covid. Du Covid, il faut que j'arrête de dire là parce que c'est du Covid. Et qui ont été rencontrés, des médecins à Paris, du collectif, qui soignaient. Et ils se sont confiés en disant, si on invite Martine Vonner, on est immédiatement licencié. C'est pour répondre à votre question. Donc je suis censurée, de toute façon actuellement je suis censurée sur YouTube, je suis censurée sur Facebook, je suis censurée où encore, je ne sais plus, et sur tous les médias mainstream, voilà. Non, Twitter, je ne suis pas encore censurée. Non mais voilà, alors malheureusement on est aussi obligé d'utiliser ces canaux-là pour faire passer les messages. Mais alors je ne sais pas si la censure est un gage de probité, j'en sais rien. Mais en tous les cas, je peux vous dire que heureusement qu'il y a des médias comme le vôtre pour pouvoir faire entendre sa voix. Donc il faut arriver à repérer justement les médias libres. Donc vous avez le Faucigny pour la Haute-Savoie qui est libre, qui n'a pas de subvention. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions et je les invite à venir au micro? Venez au micro, s'il vous plaît.